Donc, comme je vous le disais lors de cette présentation, nous allons donc débuter cette édition autour des pratiques, des approches féministes avec Neptis dans un premier temps, puis un dialogue entre Émilie H et Véronica Gago. Ça nous semblait très très important d'avoir trois regards différents, mais très complémentaires, je trouve, sur ces approches. Et donc, avec Neptis, nous allons parler principalement de cartographie. Donc, comme vous le savez, la première fonction des cartes est de nous aider à nous repérer dans l'espace, à nous déplacer d'un point à un autre. Et puis cet outil, qui est l'outil des géographes, c'est aussi une formidable machine à rêve qui permet de transposer notre vision du monde en une infinité de formes dessinées. La carte spatialise également des données économiques et sociales. Et c'est là qu'on en vient au cœur de notre sujet, notre soirée. C'est que, alors que la cartographie traditionnelle reflète et conforte les pouvoirs en place, sert à représenter le monde tel que les États veulent qu'il soit vu, est apparu ces dernières années un courant dissident, une cartographie critique ou radicale qui produit d'autres formes de cartes et montre une autre réalité de nos pratiques de l'espace. Donc nous allons voir avec Neptis comment la contre-cartographie peut être un outil politique au service des luttes du bien commun. Puis, dans un deuxième temps, on va aborder avec elle la question de l'espace dans une approche féministe. On va se demander comment la question spatiale peut être mobilisée dans les luttes féministes pour montrer les injustices et les inégalités que subissent les femmes. Et puis, on verra comment la contre-cartographie peut contribuer à déconstruire le discours spatial dominant et soutenir une démarche d'émancipation. Donc, je vous présente Neptis Sver. Donc, vous êtes historienne. Vous êtes spécialiste de l'œuvre d'Otto Neurath et du système graphique d'information isotype. Donc, vous nous direz un mot à la fois de Neurath et de ce système isotype. Et vous avez donc publié, il y a maintenant plusieurs années, ce livre, Cartographie radicale, sous-titré Exploration, dont nous allons parler tout de suite. Puis, vous avez dirigé ce très très beau livre. Donc, vous avez dirigé l'édition française de ce livre qui s'appelle « Ceci n'est pas un atlas », qui est un livre vraiment merveilleux. Et puis, on vous reçoit pour votre prochain livre, puisque vous avez la chance de l'avoir là aussi en avant-première, puisqu'il n'est pas encore sorti en librairie, il sortira dans une quinzaine de jours. On vient de le découvrir tous les deux, il est très très beau. Donc pour un spatioféminisme de l'espace à la carte. Et puis j'ajoute que vous avez fondé le site Imago Mundi, qui est une plateforme dédiée aux usages de l'espace et à ses représentations, et que vous animez des ateliers de cartographie collective. Et là, j'aimerais juste, avant qu'on commence la rencontre, vous dire un petit mot. C'est que Neptis nous a fait le plaisir d'animer hier soir un atelier avec tous nos bénévoles de cartographie sur un temps très très court, et vous pourrez voir sous l'espace librairie justement les cartes qui ont été produites sur cette durée de 2 heures avec l'équipe des bénévoles de la manufacture. Je vois que tu jettes un regard très très inquiet sur la gauche. Je ne sais pas si tout va bien. C'est bon. Donc on en vient à la rencontre. Neptis, j'aimerais que vous puissiez nous définir la contre-cartographie, qui a des dénominations multiples, c'est-à-dire cartographie radicale, critique, expérimentale, alternative. Enfin, elle peut avoir des noms différents. J'aimerais vous demander donc quelles sont les origines de la contre-cartographie, quand et où a-t-elle émergé et comment elle s'est constituée? Oui.
Merci Emmanuel pour cette introduction. Je suis très heureuse d'être ici et d'avoir pu commencer par un travail de contre-cartographie avec les bénévoles qui a été extraordinaire. Les œuvres sont exposées sous la tente de la librairie. Disons, j'ai l'habitude de beaucoup parler, Emmanuel l'a constaté hier. Je vais résumer ce qui me prend des heures et des heures d'explication pour expliquer ce qu'est la carte, de faire de l'épistémologie de la cartographie pour comprendre comment on peut en venir à la contre-cartographie. Et on va la résumer en une image. C'est une œuvre de Mad Meg qui montre quoi? Un patriarche posant la main sur le globe terrestre plein de pustules. C'est un vendeur d'armes. Et nous savons ô combien, par les temps qui courent, le sujet nous touche et se rapproche de nous. La carte, c'est un outil qui va provoquer notre consentement. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, la carte, nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour vivre, pour nous déplacer, pour nous orienter, pour nous localiser et pour concrétiser notre emprise sur le monde. Ce rôle, ce pouvoir de la carte, il a longtemps été nié. Pourquoi? Parce que la carte était aux mains des puissants, des personnes qui détenaient le pouvoir. Et à partir des années 90, 1990, on a commencé, des historiens de la cartographie ont commencé à se questionner sur sa nature et ont pu relayer des projets bien plus anciens qui sont ceux de la contre-cartographie dans les années 1970 aux États-Unis, des géographes comme William Bungay ou David Harvey se disaient géographes. Je fais de la géographie critique ou de la géographie radicale. On peut discuter des termes. Un jour, en 95, la sociologue Nancy Peluso dit tout cela, c'est de la contre-cartographie. Elle n'est pas contre quelque chose, elle est différente de ce qui a été fait jusqu'à présent. Différente en ce sens qu'elle est réalisée pas forcément par des cartographes, par des spécialistes de la carte, qui est devenue au fil du temps un objet scientifique, mathématique, objectif, rapproché d'une photographie de plus en plus analogique aux formes du terrain, alors que la cartographie thématique, qui va montrer plutôt des phénomènes dus aux êtres humains, n'a absolument pas besoin d'un fond de carte. Et pour le démontrer, vous avez ici l'isotype. Donc moi je suis historienne spécialiste de l'isotype, qui est un mode de représentation des données statistiques par pictogramme. Les pictogrammes, ce sont ces petits personnages, comme ici, qui représentent une certaine quantité. Ici, l'isotype, développé par Marie Reidemeister et Otto Neurath dans les années 30 à Vienne. Donc tout est en allemand, bien sûr. C'est une carte, ici, de la population active du monde dans les années 30. Et je vous dis que c'est une carte, vous aurez du mal à me croire, mais hier on a pu le vérifier, tout simplement par le fait que j'énumère ici l'ordre relatif habituel des continents, Amérique, Europe, Union soviétique à l'époque, bien sûr, Asie, immédiatement. Comme vous êtes dans un bain culturel qui vous a inculqué depuis que vous êtes toute petite et tout petit que les formes du monde étaient celles-là, eh bien, la carte se dessine dans votre tête. Ça permet de vous libérer des conventions cartographiques et de focaliser votre attention sur autre chose. Et ici, c'est sur la carte non critique, dans son contenu, mais dans sa forme, de focaliser sur l'information essentielle, qui parfois est très simple, mais qui est surtout une information produite par des personnes non légitimes, entre guillemets, qui ne font pas partie d'un système de production de la carte, ni de sa diffusion. La carte, ça coûte cher et il faut de l'argent pour cela, mais toute personne, vous, moi, qui expérimente l'espace, qui se déplace dans l'espace et le pratique, est en mesure de transformer l'information qu'elle détient, qui est unique au monde, c'est-à-dire son information sensible, des données empiriques sur le monde. Et alors, dans les années 1970, ces géographes
rebelles. Par exemple, Bungie, avec Gwendolyn Warren, une jeune activiste noire de Détroit, ont commencé à faire ce qu'on considère comme les premières contrecartes. Détroit, ville avec une grande population noire pauvre à l'époque, informations qui ne se retrouvaient nulle part. Ces informations ont été collectées par des groupes il faut l'imaginer, des lycéennes, des lycéens, des étudiantes et étudiants se réunissent dans le DGEI, Detroit Geographical Expedition Institute, et vont arpenter les rues, repérer certaines choses, des choses qui n'intéressent personne, comme ici, Where Children Play, où jouent les enfants. Les enfants, ce sont les enfants noirs. Ces enfants noirs n'ont pas de terrain de jeu, n'ont pas de jardin. Alors on a repéré, chaque triangle représente un lieu où on a trouvé des enfants en train de jouer. C'est au bord devant les maisons, dans les avant-jardins, sur les trottoirs, au bord des rues, ce qui les expose à un très grand risque. Voilà, ces informations n'intéressaient personne. Et soudain, en étant inscrites sur la carte, elles devenaient réelles. Et elle commençait à intéresser. Et comme la carte administre la preuve de l'existence, elle est performative, elle va créer le réel, elles peuvent avoir un impact politique, tout simplement. Elles servent, comme on l'a vu hier lors de l'atelier, aux personnes à conscientiser des problématiques. Nous avons travaillé sur le genre et beaucoup de choses ont émergé. Ça a été un atelier très très émouvant. Parler du genre, ça nous semble évident, mais on est constamment pris entre les stéréotypes que nous avons en tête et notre propre expérience. Cette conscientisation, elle va permettre quoi? Elle va permettre, par exemple, à la parole autochtone, c'est-à-dire ces personnes qui n'étaient pas sur la carte, qui étaient dans le vide, dans le blanc des cartes, de donner corps à l'information qu'elles détiennent, et c'est-à-dire des informations concernant leur usage de l'espace. Dans le cas du Brésil, comme ici, dans la province de Acre, c'est l'agroforesterie, la chasse, la pêche, la cueillette, exercée depuis des centaines et centaines d'années dans des lieux qui aujourd'hui sont sujets à la prédation capitaliste à cause de l'industrie extractiviste, à cause de l'agro-business. Ces personnes ont pu produire des cartes, parfois les produire devant des tribunaux pour prouver tout simplement leur usage de l'espace, défendre leur droit à vivre sur leurs terres ancestrales. Ça, c'est un des grands propos de la contre-cartographie. Et vous avez, en France, Guyane française, un des autres atouts de la contre-cartographie, c'est outre qu'elle donne corps à des phénomènes, elle vous permet une prise de conscience et elle vous fédère autour d'une lutte. Ici, Guyane française, aussi objet de l'extractivisme, vous avez des mines, notamment des mines d'or. Le combat autour de la mine d'or a duré plusieurs années. Ici, la terre est l'objet de concessions attribuées à des multinationales au détriment de la vie des personnes sur Terre. Donc là, c'est un travail de Mathieu Nouchet, spécialiste de la Guyane, qui a collecté les preuves de toutes ces luttes qui se faisaient autour de ce territoire afin de permettre la vie normale, à la vie normale de suivre son cours. Voilà, la contrecarte, ça sert à ça. Et là, vous avez donné des exemples en montrant justement que cette approche critique, radicale, sert à montrer ce qui n'est pas forcément visible, de mettre à jour certaines injustices, certains phénomènes cachés, niés, ignorés. En quoi ces dernières années, dans l'évolution, cela a influencé le geste cartographique lui-même. D'abord, est-ce que la contre-cartographie ou la cartographie radicale influence, on va dire, la cartographie traditionnelle? Ou est-ce que, je veux dire, c'est quelque chose qui est ignoré là aussi et méprisé, je ne sais pas. Oui, c'est une question qu'on me pose souvent et ça émane très souvent de lycéennes et lycéens
ou d'universitaire. On m'a déjà demandé, mais est-ce qu'il existe un cursus où on vous apprendrait à faire des contrecartes? Non. La contrecarte est l'une des expressions de la cartographie. Il faut la concevoir comme un enrichissement. Oubliez justement ce petit contre qui trouble un peu. Comme dit, à partir des années 1990, on doute de la carte. Certains chercheurs estiment même que la carte ment. On estime qu'elle nous induit en erreur, mais on commence à la déconstruire. Vous avez des gens comme Edward Soya, qui lui lance la géographie postmoderne. C'est tout simplement qu'on pose la question de la construction culturelle de l'information géographique. Elle n'est pas institutionnelle, cette contre-cartographie. Il n'y a pas de département de contre-cartographie. Elle est plutôt le fait de groupes activistes. Moi, j'organise énormément d'ateliers avec des groupes activistes qui ont à défendre une idée, à défendre un thème, à le formuler, à mieux le comprendre, à en explorer les implications. Il faut comprendre la contre-cartographie aussi très souvent comme une cartographie qui se joue des échelles. Vous avez l'échelle locale. Nos vies quotidiennes, en fait, sont tout à fait tributaires de ce qui se passe au niveau de la géopolitique. Et cela, nous l'oublions très souvent. Et la carte va permettre de synthétiser des informations, des corrélations, des interdépendances qui nous échappent la plupart du temps. Je reviens à l'isotype pour donner un exemple concret. Dans les années 30, on fait une des premières représentations qui corrèle la mortalité infantile aux revenus des familles. Voilà. Alors, cette approche critique de la cartographie, elle fait appel à l'éthique, à la philosophie, à l'art. Est-ce que ce qui la différencie politiquement de la cartographie, ce qui différencie la cartographie alternative politiquement à la cartographie conventionnelle, ne réside pas à la fois dans cet aspect multidisciplinaire et dans le processus de sa création, c'est-à-dire dans le fait qu'elle questionne son propre fonctionnement, qu'elle revendique sa nature subjective, la façon de produire des savoirs situés, et qu'elle s'interroge aussi sur les usages auxquels elle est destinée. Mmh. Tout à fait. Elle remet en question le langage cartographique, ses conventions. À partir du moment, on peut situer au 18e le moment où la cartographie devient mathématique, la triangulation, de plus en plus précise. Il faut être analogique pour être vrai, pour être dans le vrai. Ce biais ne quittera plus la cartographie. Et donc, il n'y avait aucune place, pensait-on, pour la subjectivité. Elle était honnie. Et la contre-cartographie va se libérer de ces conventions de la représentation. Et on va se retrouver très souvent devant des cartes dont on peut dire qu'elles ne sont pas belles, elles ne sont peut-être pas imprimables, reproductibles, elles ne sont pas passées par des logiciels de traitement du dessin, mais leur intérêt réside ailleurs. Et comme très souvent, et c'est dans le cas de ce que je fais, ce sont des cartes collectives, pour moi c'est le moment de la création collective qui transforme ces cartes en œuvre d'art. C'est un art dans le sens où il va faire émerger, par rapport à un objet familier, des moments nouveaux, des moments qui permettront la prise de conscience. Donc on peut avoir des cartes numériques, on peut avoir des cartes à main levée, des cartes qui peuvent avoir une patte qui semble très maladroite, mais il faut chercher leur intérêt dans autre chose. Donc en cela, elle a constitué une émancipation de la cartographie, en l'invention d'une peut-être nouvelle esthétique, oui. Alors justement, la cartographie conventionnelle revendique un statut de science exacte, en s'appuyant sur des données réputées fiables, et estimant produire des images qui sont fidèles à la réalité, qui reproduisent le réel. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup par rapport à ce que vous venez de dire et que vous évoquez dans le livre en posant la question, est-ce que la cartographie est un art ou une science ? Les deux. Pourquoi les opposer ?
On retombe dans de vieux débats qui concernent directement le féminisme, bien sûr, l'opposition nature-culture, objectivité, subjectivité. Elle arrive à marier les deux. La science, il faudrait rechercher des caractéristiques pour cataloguer ce type de production de la connaissance. Elle est dans la qualité de l'information, qui sont des informations qui touchent, bien sûr, qui émanent de votre rapport subjectif à l'espace, mais qui ne sont consignées nulle part. Où trouver ces informations? On a par exemple ces cartes des odonymes, les noms odonymes, donc les noms de rues, les noms de places. Voilà, ici. Donc ici, vous avez le Gender Atlas, qui est autrichien, qui est un groupe autrichien qui a réalisé un grand classique aujourd'hui en contre-cartographie. C'est la carte, tout simplement, des noms de rues. Rues et places à Vienne. Donc ici, vous avez en bleu les places et les rues portant des noms masculins, et en rouge, les noms féminins. Nous en rions, heureusement. C'est une carte que vous retrouverez pour énormément de villes aujourd'hui. Si vous regardez surtout en longueur cumulée, longueur pour les femmes, longueur pour les hommes. Et c'est une carte interactive, donc quand on a par exemple des noms de saintes ou le nom d'une église portant le nom d'une sainte, on peut changer la forme de la carte et les soustraire. Mais bon, les femmes ont droit aux placettes, aux petites ruelles, et les hommes aux grandes avenues. Alors, cette information, quelle est sa valeur scientifique? Je pense qu'elle est énorme. Voilà, en tout cas, c'est une connaissance qu'il est bon de s'approprier, et pour pouvoir exercer une pression. Demandons-nous pourquoi après les guerres on dédie ou on débaptise des rues pour les grands généraux et les grands hommes de guerre et pas pour les grandes femmes. Pourquoi parmi ces femmes, j'ai fait un travail sur l'isotype avec les élèves du lycée Porte de Normandie avec Jean-Christophe Fichet. Les élèves étaient allés jusqu'à analyser les métiers, quels étaient les métiers des femmes à qui on dédiait des rues. Vous avez énormément d'actrices. Voilà. Tout simplement. Et là, vous avez répondu par rapport à la question de la science, et la question de l'art, parce que pour la cartographie radicale, se pose la question de sa diffusion. Et l'enjeu, c'est de ne pas être, je présume, réduite à un simple support de production, de preuves pour les luttes, pour les groupes d'action. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, les musées, les institutions culturelles, les lieux artistiques s'intéressent autant? Enfin, on voit beaucoup d'expositions avec des cartographies radicales, des contre-cartographies. Qu'est-ce qui fait que, justement, ces institutions culturelles s'intéressent autant à la contre-cartographie? Est-ce que c'est parce qu'elles sont artistiques ou est-ce que c'est une autre valeur, tout simplement? Alors, qu'est-ce que l'art? Tout simplement. Alors, les musées, il faut savoir que la contre-cartographie, telle que nous la concevons, elle part des États-Unis, même si elle a été pratiquée, par exemple, en Amérique du Sud, du fait de l'Église catholique, tout simplement. La contre-cartographie, quand elle arrive sur le continent européen, ce sont les artistes qui s'en emparent, les urbanistes, les architectes, les artistes. Et on voit de plus en plus de cartes qui ont un propos politique. L'art et l'autonomie, j'ai récemment écrit là-dessus aussi. Est-ce que la dimension esthétique d'une œuvre peut soutenir un propos politique? Oui, j'ai même envie d'inverser la formule. Tout art qui ne serait pas politique aujourd'hui nous semblerait être tronqué de quelque chose. Donc oui, sa dimension artistique réside dans le fait, et je n'aime pas beaucoup le mot artistique, elle réside dans le fait que vous avez un objet familier, celui que vous reconnaissez dans la carte qu'on a vue tout à l'heure, votre monde, et soudain vous apportez une information nouvelle. Est-ce que l'art, ce n'est pas ça? C'est sur un support familier apporter une dissonance, une note dissonante qui va vous perturber et qui va vous faire réfléchir. En cela, oui, elle a sa place dans les musées de plus en plus. Cependant,
bémol, la contre-cartographie, elle est autocritique. Donc on va toujours se poser la question de la production, de notre regard situé sur la production, des conditions dans lesquelles nous avons produit cette information. Et à partir du moment où une œuvre entre au musée, posons-nous la question de sa dimension subversive. Elle l'aura certainement perdue. Voilà, donc vous avez des grands artistes qui exposent dans les musées, de grands activistes même, pas forcément géographes, dont les œuvres sont exposées dans les musées, mais les exposer ainsi dans des institutions, dans de telles institutions, c'est aussi les mettre sous scellé. Donc la contre-cartographie, en fait, vous ne la verrez peut-être jamais. J'ai parlé récemment de la carte du saccage des JO 2024 à Paris. C'est quelque chose qui circule non pas sous le manteau, mais de façon discrète. Et tout ce qui est souterrain existe, même si les médias ne s'en emparent pas, même si ça ne fait pas la une des journaux. La contre-cartographie, elle a une vie occulte et elle est extrêmement fructueuse. Alors avant d'aborder le spatio-féminisme, j'aimerais juste que vous nous disiez un mot ou deux de ce livre qui s'appelle donc « Ceci n'est pas un atlas », dont vous avez dirigé l'édition française, donc conçue par le collectif Orongo Tango Plus. Je sais que c'était pour vous quelque chose d'important d'avoir dirigé cet ouvrage. Qu'est-ce qu'il a de plus remarquable? En quoi il se distingue d'autres recueils de contre-cartographie qui pouvaient déjà exister? Oui, il est très particulier. Moi, j'intervenais sur l'Isotype lors de son lancement à Berlin en 2018, donc la version anglaise, qui est beaucoup plus conséquente que celle-là, 2 kg 300 et quelques. J'ai traduit et repris en français à peu près la moitié des articles, des contributions. Tout simplement à l'époque, donc à partir de 2015, Séverine Halder, essentiellement, collecte des exemples de contre-cartographie à travers le monde. Donc il y a un appel à projet et il en reçoit des centaines et des centaines. C'est pour ça que le livre fait le tour du monde, en fait. Et c'était la première fois qu'on montrait l'ampleur qu'avait le phénomène. Et les contributions sont très diverses, émanent vraiment de travail sur le terrain, donc généralement d'universitaires qui travaillent avec des activistes, mais aussi avec des artistes. Et en cela, le livre est absolument unique pour le panorama qu'il donne de la contre-cartographie sur Terre à ce moment-là. Et je dis bien à ce moment-là, parce que les exemples datent de 2015 à 2018, peut-être un petit peu moins. Et le phénomène s'est tellement amplifié qu'aujourd'hui, il faudrait un atlas énorme. Ce n'est pas un atlas, nous jouons bien sûr sur l'idée de l'atlas qui est la preuve du pouvoir que vous attribuent les cartes si vous êtes impuissant. Là, nous sommes dans le contre-atlas, c'est-à-dire des gens sans pouvoir, des gens sans terre, des subalternes, comme on dit, existent soudain sur la carte et se font exister et peuvent défendre leurs droits. Alors j'en viens aux questions de spatio-féminisme. Quel est l'apport d'une approche spatiale dans les luttes et les revendications féministes? Je vous pose plusieurs questions qui n'en composent qu'une. En quoi est-il important de mobiliser la question spatiale pour rendre compte des inégalités, des injustices que subissent les femmes? Et comment la contre-cartographie peut être un outil d'émancipation, de réappropriation de l'espace? Voilà, ça fait... en fait, je viens de résumer le livre, en fait. D'accord, ça fait beaucoup de questions. Alors, ce qu'on appelle le tournant spatial, il émerge dans les sciences sociales. Disons, il y a des prémices, bien sûr, à partir des années 50, mais c'est surtout dans les années 80, je dirais 90, qu'on prend conscience de la spatialité
de notre vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser la vie économique et sociale sans tenir compte de la façon dont nous pratiquons l'espace, de ses effets sur l'espace. Et la contre-cartographie, justement, elle va s'intéresser à cette dimension-là de la vie. Et lors de mes ateliers, de mes interventions, de plus en plus souvent émergeaient des questions de la part de jeunes femmes, de féministes, qui me disaient « mais ça nous concerne directement, pourquoi est-ce que nous, les femmes, nous ne parlons pas de cette question-là ?» Et autant le tournant spatial a opéré en sciences humaines, autant je me suis demandé pourquoi, dans le féminisme, il n'avait pas émergé. Alors là, vous êtes face au phénomène très malheureusement encore habituel de l'invisibilisation du travail des femmes, parce que mes recherches sur la géographie m'ont montré qu'il y avait des femmes, notamment en France, et surtout en France, Raymonde Séchet, Jacqueline Coutras, Colette Covin, des femmes qui ont amorcé cette réflexion dès les années 90. On leur a reproché à l'époque d'être partiales, d'être des militantes, voire Roger Brunet, pour ne pas le citer, grand géographe parmi d'autres, trouvait que la géographie ne devait pas être sociale parce que sinon elle devenait une assistante sociale. Donc ces pistes ont été dénigrées, elles ont énormément de mérite parce que c'est le moment où la géographie devient justement si scientifique et où on ne jure que par l'analyse spatiale, c'est-à-dire il faut renier tout ce qui peut être subjectif. Et elles ont essayé d'apporter cette réflexion sur, par exemple, la question de la pauvreté des femmes en ville. Pauvreté, espace urbain, etc. Alors que pendant ce temps, en Grande-Bretagne notamment, vous avez des gens comme Doreen Massey, très grande géographe marxiste. Énormément de ces géographes étaient marxistes, il faut le reconnaître, parce que ça leur permettait d'avoir aussi ce regard critique sur les réalités sociales. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, cette branche de la géographie a pu émerger. Et aujourd'hui, en France, vous avez des jeunes géographes qui reprennent le flambeau, qui se battent, qui doivent vraiment se battre, parce que dire l'espace, dire nos usages de l'espace, c'est, comme on l'a vu, un pouvoir immense, et la géographie repose entre les mains des hommes, tout simplement. Donc il était important qu'en géographie, les femmes s'emparent de la question de leur place en tant que productrices de l'information et de la visibilisation de leur production. Parce qu'il faut savoir que les femmes ont toujours été derrière les cartes, elles ont fait des cartes, elles ont notamment peint, c'était les petites mains des cartes pendant des siècles et des siècles. Elles ont été aux manettes de la numérisation, en tout début. Elles ont été éclipsées par les hommes, parce que la carte, c'est de la donnée numérique, et on sait combien cet espace a été investi par les hommes, et on les a fait disparaître. Et aujourd'hui, elles revendiquent cette place. Mais ça, c'est au niveau de la géographie. Et il se trouve que dans mes recherches, je vois bien que les théories féministes, en fait, rejoignent ces questionnements. Quand vous prenez Donna Haraway, le savoir situé, n'est-ce pas ce que fait la contre-cartographie, en vous rappelant que vous inscrivez vous-même sur la carte. D'ailleurs, vous la signez. Hier, les groupes ont dû signer leur carte parce qu'il n'y a aucune neutralité axiologique. Quand on mécomprend Max Weber, on croit encore à ça, mais ce n'est pas ça. Il n'y a aucune façon de produire de la connaissance de façon désincarnée. Voilà. Donc le savoir situé, l'objectivité forte de Sandra Harding, tout cela entre de façon quasiment naturelle dans la contre-cartographie. Donc il est normal qu'à un moment les deux mouvements convergent, et je pense que ce sera un énorme enrichissement pour les féministes que d'adopter cette perspective-là de la spatialité de nos vies. Alors, quand on pense aux inégalités des pratiques spatiales en fonction de normes sociales, on pense en premier lieu à l'espace public. Or, l'espace d'un individu, il va de l'intime au public, du corps et de l'habitat jusqu'à la sphère publique. Est-ce qu'il faut distinguer ces lieux ou considérer que l'espace domestique et l'espace public sont interdépendants ?
Et autrement dit, en quoi la question du cadre de vie ou celle du corps conditionne les inégalités spatiales et l'assignation genrée dans l'espace public? Alors, j'aimerais dire qu'on est face à un phénomène à la fois économique et culturel. Je donne énormément de données chiffrées, de statistiques dans mon livre parce qu'il me semblait important de partir du concret, comme on dit, et de montrer que notre conditionnement culturel va provoquer cette domination économique masculine. Et elle s'inscrit au plus près de nos corps, c'est-à-dire dans l'auto-perception que nous avons de nous-mêmes en tant que femmes, dans celle de notre motilité, comment sommes-nous capables de bouger, par exemple, lancer la balle comme une fille ou comme un garçon, s'approprier l'espace, etc. Vous partez du plus près de ce que vous faites de votre corps, de la façon dont vous le sentez trop fragile pour s'exposer au risque, au danger, à la violence par exemple, pas assez compétent, pas assez costaud, ce qui nous est inculqué depuis que nous sommes petites. Il suffit de regarder nos tenues vestimentaires. Et vous pouvez étendre les cercles comme ça jusqu'à vos pratiques quotidiennes, disons, dans le cadre domestique, et on sait combien les femmes sont encore et toujours assignées au domestique. Pourquoi? Parce qu'elles sont encore et toujours en charge du care, pratiquement exclusivement. Et là, je vous montre un exemple de la cour d'école, grand classique, qui a émergé spontanément hier aussi lors des ateliers. Les cours d'école, traditionnellement, ici en France, ont un stade de football pour jouer à la balle en leur centre. Que se passe-t-il? Ici, la géographe Emmanuelle Gilles montre, après une longue enquête dans différentes écoles, que les garçons s'accaparent le centre de la cour d'école. Et regardez, ouvrez les yeux quand vous passez d'une école. C'est généralement encore comme ça, à moins de prise de conscience de la part du corps enseignant. Les petites filles, ou même plus grandes, se trouvent autour du stade et sont spectatrices. Et il faut vraiment que les enseignantes et enseignants organisent des heures de pratique séparées pour que les filles osent s'accaparer l'espace. Elles ont une autre façon de bouger, de se comporter, c'est culturel. Et ce phénomène, vous le retrouvez dans la pratique de la ville. Les filles ont d'autres déplacements que les garçons. Elles sont plus investies dans le social, les garçons plus dans leur objectif personnel, et relieront des objets sociaux entre eux. Les filles ont d'autres appréhensions. Vous avez cette notion très, très connue du mur invisible en ville. Le mur invisible que les femmes s'imaginent, il est imaginé, pourquoi? Parce qu'elles s'imaginent être l'objet de menaces, de risques pour leur vie quand elles se déplacent la nuit en ville. La nuit en ville appartient aux hommes et c'est une grande revendication des féministes des années 70 que de dire réapproprions-nous la ville la nuit. Or, il se trouve que les plus grands dangers pour les femmes, vous le savez toutes et tous, se trouvent dans leur propre domicile. 84 homicides à ce jour répertoriés par des proches de la famille ou conjoints en France. Le chiffre sera malheureusement doublé à la fin de l'année. Le danger vient des personnes proches et non pas de la rue anonyme la nuit. Voilà, toutes ces constructions qui encombrent nos esprits, elles conditionnent nos comportements. Les hommes se comporteront toujours d'une autre façon que les femmes. Et la notion de continuum de la violence vous est aussi certainement familière. Le continuum, il commence par la remarque un peu osée, le regard un peu appuyé, il va jusqu'au viol et au crime. Et comme dans l'espace public, vous subissez ces formes moins lourdes d'agression, d'ailleurs dans le livre, il y a des cartes du Harasmap, un projet lancé en Égypte, qui répertorie les atteintes à l'intégrité physique des femmes dans l'espace public. Rendons le privé public, aussi une grande revendication féministe. Comme nous subissons toutes ces petites, ces micro-intrusions à notre intégrité, qu'elles soient verbales ou physiques, dans l'espace public, nous estimons qu'il devient un lieu de danger, alors qu'il l'est beaucoup moins que ça. Voilà, donc on peut décliner à l'infini les répercussions de ces
cette réalité culturelle qui provoque des comportements genrés, mais il a son pendant, et c'est celui du conditionnement et des effets économiques de cette culture. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chiffres dans mon livre. Si vous êtes une femme, si vous avez des enfants, vous vous mettez en risque de précarité. Risque de divorce, risque de décès, vous aurez sacrifié votre carrière, parce que très souvent ce sont les femmes qui acceptent de minimiser leur évolution de carrière, qui acceptent des emplois sous-qualifiés pour se retrouver à proximité des enfants. Et là, je pourrais en parler très longtemps. On voit comment c'est lié aussi à cette conception masculine de l'urbanisme. À partir des années 50, on conçoit des villes fonctionnelles. Ces villes fonctionnelles, elles vont induire le fait suivant, c'est que les femmes qui prennent en charge le care, si elles se retrouvent en zone pavillonnaire ou dans des grands ensembles, elles seront coupées du reste de la vie sociale. Et elles seront tributaires des déplacements. Les femmes dépendent des transports en commun beaucoup plus que les hommes et acceptent d'autres conditions de vie. Mais on pourrait en parler toute la soirée. Voilà, donc ici je viens à quelque chose de très géographique, c'est le cylindre spatio-temporel pensé par Helga Strand, qui est un géographe suédois. Ici, Juliette Ploin l'a repris en Python, elle l'a codé. Et c'est quoi? C'est une façon de représenter l'intersection entre l'espace et le temps. Vous avez la vie de Léa, une vie prototypique bien sûr, et de Luc. Léa a arrêté de travailler pour s'occuper des enfants. Elle va les amener à l'école, les amener chez le médecin, les amener au loisir, etc., etc. Elle aura des tout petits trajets. Sa vie sera séquencée par des petits trajets. Pendant que Luc part au travail, peut-être plus loin, fera plus de kilomètres, mais pourra se consacrer à sa carrière. Voilà. Bien sûr, à la retraite, Léa sera beaucoup moins bien lotie que Luc. Elle aura eu la joie d'élever deux beaux enfants, mais elle aura perdu sur énormément de tableaux. Alors bien sûr, Gillian Rose, grande géographe britannique, a critiqué cette façon de représenter nos usages de l'espace, parce que bien sûr, n'y apparaît pas la charge mentale, la triple charge mentale des femmes, en charge du foyer, en charge des enfants. Et éventuellement travaillant à mi-temps dans un emploi qui les satisfera moins, mais qui sera plus près de leur lieu d'habitation. Donc on peut vraiment parler de sacrifice. Et vous avez dans les années 90, digression, mais des gens comme, alors c'est Koutras ou Séchet, je crois que c'est Séchet, qui parlent du devoir social des femmes. Ce qui nous horripile totalement. Ce qu'elle voulait dire par là, c'est la vie sociale. Ce sont les personnes en charge du care, du soin aux autres, aux enfants, aux parents, qui rendent la vie possible. La vie sociale, elle est surtout construite de cette façon. J'aimerais revenir sur les théories féministes. Vous avez évoqué Donna Haraway. Vous consacrez un chapitre à certaines de ces théories qui sous-tendent les luttes féministes. Et j'aimerais vous demander à la fois en quoi les travaux par exemple de Silvia Federici sur les chasses aux sorcières, le capitalisme patriarcal, ceux de Judith Butler sur le genre, la subversion du langage chez Monique Wittig, mais aussi les féminismes postcoloniaux, l'intersectionnalité des luttes féministes et antiracistes du black féminisme, peuvent nous aider à considérer la question de l'espace comme un enjeu du féminisme et à comprendre où se loge l'injustice spatiale. Quel est l'apport des théories féministes dans justement cette approche spatiale? Alors, les féministes, justement, elles proposent une révision du langage. Là, on peut même partir de cette image-là. Vous avez ici une carte OSM, OpenStreetMap. Plus les zones sont foncées, plus les plages sont foncées, plus l'information est dense, plus on a renseigné. Donc OpenStreetMap, vous pouvez y contribuer. Vous saisissez les informations, ça donne des points. Alors face à cette carte, on se dit, oh là là, c'est l'Occident en fait qui renseigne cette image du monde. Alors on a joué à la devinette hier, on en était très loin. Il semblerait, on n'a pas de données fiables, mais il semblerait que seulement 5% de femmes renseignent cette carte. C'est une estimation. Pourquoi est-ce que les femmes n'osent pas produire d'informations sur le monde?
voilà, elles ne se sentent pas légitimes. Et j'aimerais me référer à Lucie Rigaret. La connaissance scientifique, elle est produite par les hommes. Et il serait peut-être temps que les femmes, qui sont très peu représentées dans les formations au numérique, c'est moins de 20% en BTS, il me semble, si je n'ai pas les chiffres en tête, les femmes n'osent pas s'approprier un discours scientifique sur le monde. Voilà, donc les féministes, depuis les années 70, elles disent « Attention, on va réviser le langage ». Et bien sûr, Wittig en est l'exemple extraordinaire, qui réinvente une vraie langue qui visibilisera la dimension féminine du monde et de la vie et de nous toutes ici. Et la contre-cartographie va faire de même. Avec un nouveau langage, elle va essayer d'écrire le monde d'une façon informée, subjective. On est presque dans la phénoménologie, en fait. C'est-à-dire, notre perception de la réalité, elle est tributaire des expériences, de l'expérience que nous en faisons. Et je pense qu'il y a vraiment un tournant qui est en train de s'amorcer dans les théories féministes, cette prise en charge du corps. Alors on pense bien sûr tout de suite à MeToo, à ces manifestations de la vie qui ont été complètement occultées parce que féminisées. Les sorcières, ce sont les femmes, bien sûr, on le sait depuis un moment, et c'est vrai que Federici est très importante à ce niveau-là. Et justement, par rapport à Federici, j'aimerais ajouter pour moi, et c'est un credo personnel, on ne peut être féministe que si on est anticapitaliste. Et Federici explique justement comme ces femmes qui sont en charge du care, donc de la reproduction, et non de la production. Au sortir du Moyen-Âge, à la Renaissance, elles sont absolument éliminées de la vie publique. Leur travail devient un travail gracieux. C'est-à-dire s'occuper des enfants, c'est naturel, on fait ça par amour, on ne demande rien en échange, au contraire, on est reconnaissante d'avoir le droit de le faire. Et on voit comment le capitalisme peut s'instaurer sur ce surtravail qui n'est pas rétribué. Et aujourd'hui encore, sachez que les données économiques qui mesurent le bien-être, la richesse d'un pays, comme le PIB, ne prennent pas compte du care. Pourquoi ? Du soin, parce qu'il n'est pas rétribué. Quand il est rétribué, eh bien, il est sous-rétribué et il est bien sûr réservé aux femmes, dans la grande majorité. Et nous avons une image complètement faussée de ce qu'est le bien-être, le bien-vivre ensemble, la richesse même, tout simplement parce que nous oblitérons 50% de ce qui est réellement produit sur Terre. Autre rapport avec les féministes, être féministe, c'est lutter. Ce que fait la contre-cartographie, et il me semble qu'elle est au même titre un outil de lutte. Alors le rapport entre justement ce travail de reproduction réservé aux femmes ou imposé aux femmes, imposé culturellement, je suis venu en arrière, on peut le comprendre ici. Donc là, vous avez en Amérique du Sud le groupe Iconoclastistas, qui, comme moi, fait beaucoup d'ateliers de cartographie et de contre-cartographie collective, qui dénonce la prédation du territoire par les multinationales, que ce soit au niveau de l'agriculture ou au niveau de l'extraction minière. Le groupe a produit la carte des femmes et de la terre. Ces femmes, dans les pays pauvres, elles sont en charge sur la terre entière, en moyenne, c'est 60% de l'agriculture est entre les mains des femmes, même si elles ne sont pas propriétaires des terres. 60 ou 40, peut-être que j'inverse les deux chiffres, mais peu importe. La moitié des femmes travaillent dans l'agriculture pour leur mari, pour leur famille, pour leur belle famille, ont un moindre accès au financement, aux dettes. On pourrait longtemps parler des dettes aussi, et je pense qu'on va le faire tout à l'heure ou dans les jours qui viennent. Ces dettes, que ce soit les dettes publiques ou les dettes privées qui empêchent leur vie, mais ces femmes sont au premier front. Elles sont les plus engagées dans la lutte, parce que s'il y a un ajustement structurel dans un pays pauvre et que vous perdez vos moyens de subsistance, ce sont vos enfants qui en pâtiront. Donc on sait que dans les pays pauvres, on parle du sud global aujourd'hui, les femmes sont en avant-poste des luttes. Ce sont elles qui manifestent, ce sont elles qui essaient de défendre leur territoire
territoire. Ce sont elles en charge de la vie, ce sont elles en charge de l'eau. On sait qu'on se dirige vers des guerres de l'eau un petit peu partout. Ce sont elles qui, pendant des heures et des heures, doivent aller chercher de l'eau ou alors du bois pour pouvoir alimenter leur famille. Donc il est compréhensible que ce soit elles qui soient les premières à porter les luttes pour défendre leur territoire. Et ici, les iconoclastistas montrent que elles sont indispensables. Donc la carte est très détaillée, montre toutes les luttes menées ici et là pour défendre l'accès, tout simplement, l'usage à la terre. Ça, ce serait une autre discussion sur le rapport entre territoire et espace. Ces femmes vivent dans l'espace, nous vivons dans l'espace. Et la cartographie traditionnelle que nous abandonnons ce soir, elle a permis de transformer l'espace en territoire, de faire croire que l'espace, en fait, correspondait à un territoire, celui qu'on peut défendre, celui de l'État-nation, bien sûr, et pour lequel on est prêt à mourir. Et elles disent non, nous n'avons peut-être pas de titre de propriété, et la plupart du monde n'a pas de titre de propriété, c'est quelque chose d'assez récent. Elles disent nous vivons ici, nous vivons de cet espace, et nous le ferons vivre. Il y a aussi toute une charge de défense de l'environnement qui repose sur les épaules des femmes, parce qu'elles connaissent les modes de production traditionnels, l'importance des semences non OGM, etc. Voilà, donc tous ces points convergent pour dire les théories féministes et les luttes féministes, finalement, elles se retrouvent toutes exprimées dans ces outils que met à la disposition la cartographie. Et j'aimerais juste montrer... Juste avant que tu la montres... Oui, parce que c'est un lien avec la question. Justement, quand vous évoquez les questions de lutte féministe, je voulais justement en venir à ça, puisque vous revenez sur le soulèvement Femmes, Vie, Liberté en Iran. Donc, on voit une image derrière nous, suite à l'assassinat de Jina Mahsa Amini. En quoi ce mouvement est-il symbolique de la résistance? Vous parliez de l'emprise du corps, de la résistance à la domination et au pouvoir hégémonique. Avant que vous commentiez la carte, j'aimerais que vous nous disiez en quoi ce mouvement est tellement symbolique pour vous. Il est symbolique, oui, on peut dire ça, dans le sens où c'est un mouvement de femmes qui essaient de défendre leurs droits, qui prennent des risques absolument énormes. Il y a une interview de Shora Makarami dans le livre, et qui ont pris conscience d'une chose. Elle fait remonter ces luttes féministes en Iran. Naturellement, elle les localise plutôt dans le Kurdistan. Le slogan de Femme, Vie, Liberté vient du Kurdistan. Mais elle remonte à sa généalogie, elle remonte à une époque où les femmes ne subissaient pas la domination masculine. Et donc, quelque part, on revient à quelque chose de beaucoup plus vivable de toute façon, mais qui est beaucoup plus... le ciment de leur société, de ces femmes, que ce qu'elles vivent actuellement, qui relativise le moment qu'elles vivent aujourd'hui. Elles reviennent à quelque chose d'essentiel. Alors on pourrait faire le rapprochement avec l'écoféminisme, bien sûr, mais là ça demande énormément de définition et d'explication, mais elles sont dans cette optique-là. Voilà. Et donc là vous avez une femme en Iran en 22 qui risque la peine de mort, bien sûr, en écrivant tout simplement sur un mur « Femme, Vie, Liberté ». Alors, vous venez de parler d'écoféminisme, ça fera l'objet de la discussion ensuite avec Émilie H. Vous parliez de la question des dettes, et effectivement avec Véronica Gago, on verra aussi ce qui se passe en Argentine et la question notamment des grèves des femmes. Quel est pour vous, je parlais d'impensé en introduction, est-ce que pour vous, il y a encore un impensé du féminisme dans les questions spatiales? Qu'est-ce que la géographie, et peut-être pas que le féminisme d'ailleurs, mais en tous les cas, quels sont pour vous les principaux impensés de la cartographie, de la géographie encore? Impensé, bien sûr. Je pense que les luttes féministes, elles sont l'expression d'un malaise
face à ces injustices et à ce traitement que nous subissons au quotidien, mais elles expriment le malaise de toute la société face aux inégalités et aux injustices. Et les luttes féministes, en tout cas les théories, différencions les luttes des théories, pourraient s'enrichir de ces questions. C'est pour ça que le titre est Pour un spatio-féminisme. C'est une déclaration en fait aux féministes dont je fais partie pour une meilleure prise en compte de ces dimensions spatiales de la vie. Profitons du moment où le corps est réhabilité, où les atteintes au corps, je pense à MeToo, commencent à devenir une notion discutable sur la voie publique, alors que le grand drame de la violence faite aux femmes, c'est qu'elle est tue, c'est qu'elle est réduite au privé, alors qu'elle se passe aussi dans l'espace public, que cette violence est actée, alors que cette violence, elle est culturelle, elle n'est pas le fait de prédateurs, d'hommes qui seraient d'horribles prédateurs et de monstrueux individus, elle est le fait d'une culture coupable qui profite de la domination de 50% de sa population pour produire plus de richesses, dirait Silvia Federici, mais qui aussi se pérennise de génération en génération parce qu'il est très dur pour un homme peut-il être féministe? Je pose la question. Il est très dur pour un homme de renoncer à ses privilèges et même s'il le voulait, il sera toujours rattrapé par la réalité de ses privilèges. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Alors, j'aimerais qu'on termine, Neptis. Vous avez cité l'exemple du projet Arasmap, donc qui œuvre à éradiquer le harcèlement sexuel d'espace public en Égypte. Est-ce qu'on pourrait, alors je ne sais pas si vous avez des images de prêtes, du coup, peut-être évoquer une ou deux autres cartographies féministes. Je pense aux cartographies textiles qui ont été réalisées avec des femmes d'un quartier pauvre de Marrakech, qui réintroduit une dimension sensible dans la mise en forme du savoir géographique. D'ailleurs, je dis un petit mot peut-être que vous voudrez en dire un petit mot d'ailleurs, de la géographe Élise Olmedo qui a mis en œuvre cette cartographie. Il se trouve que demain, on abordera aussi la question du génocide rwandais et les recherches actuelles d'Olmedo portent sur la cartographie de la mémoire du génocide au Rwanda, à la croisée de l'art et des sciences sociales. Voilà, si vous voulez nous dire un petit mot de ces cartographies. Voilà, alors c'est de la cartographie textile. Ça montre comment on peut déconstruire le langage habituel de la cartographie. Il s'agit de cartes réalisées à partir des témoignages de femmes d'un quartier pauvre de Marrakech. Donc Élise Olmedo a passé beaucoup de temps avec elles. Et ces cartes sont faites dans des tissus familiers de ces femmes, qui sont généralement femmes de ménage dans des familles riches. De là, le brocart, ça c'est l'endroit où elles travaillent, ça c'est l'endroit domestique, un tissu plus humble. Le point de connexion sont leurs déplacements. Et dans le domestique, elles ont inclus le marché, le hammam, ces lieux qu'elles pratiquent couramment. L'idée d'origine est de leur permettre de s'exprimer sans voir le résultat de la recherche confisqué. C'est-à-dire qu'elles peuvent elles-mêmes, même si elles sont analphabètes. Moi, j'ai fait un atelier avec des femmes exilées analphabètes. Je ne savais pas que je rencontrerais un jour des personnes analphabètes. Il y en a plus qu'on ne croit. Et ces personnes n'auraient pas eu accès aux résultats de cette recherche en sciences sociales si elles avaient une forme textuelle. Donc c'est une manière de réhabiliter le sensible, c'est une cartographie sensible, le corps, de valoriser une information qui sinon n'intéresserait aucune et aucun économiste, qui est celle de leur vie, de la vie domestique, tout simplement. Voilà. Vous avez un autre exemple? Non? De cartographie sensible? Oui. Celle qu'on a faite hier? Oui. Hier, ça a été assez difficile parce qu'on avait très peu de temps. Mais attendez, je parle
Voilà. On a travaillé sur le thème du genre et la difficulté pour tous les bénévoles qui ont fait 6 cartes extraordinaires était de se situer par rapport à leur expérience personnelle et les stéréotypes que nous avons toutes en tête par rapport à la question. Je ne sais pas si on voit assez bien, mais je vous invite à aller voir les cartes là-bas actuelles. Ouais, je pense que... Oui, on la voit. Donc là, par exemple, un groupe, imagine, alors on les a réalisés hier soir tard, donc je les connais pas moi-même très bien, mais un couple imagine à quel moment dans notre vie, on a le fœtus caché par le bras, jusqu'à la mort, le chemin de la vie, à quel moment la binarité est imposée, c'est-à-dire par les codes vestimentaires, par les comportements, par le traitement qu'on réserve à votre corps à l'hôpital, et à quel moment cela n'a aucune importance que vous soyez une femme ou un homme. Et on voit que le groupe a choisi de représenter ces moments par des nuages, parce que c'est presque encore dans les nuages et qu'un jour seulement, il sera normal pour nous de ne pas nous poser la question du genre. Voilà, c'est une carte sensible, c'est une carte faite par des non-cartographes en très peu de temps, félicitations, sur des matériaux qui sont simples, du papier, des feutres, par des gens qui ne se connaissent pas encore vraiment, qui se sont, pour certaines et certains, rencontrés hier soir. Et qui font émerger des questionnements. Et le groupe en a beaucoup parlé après, j'ai appris ce matin, et ce matin encore, et ça montre que la contre-cartographie, elle provoque déjà quelque chose en vous, au moment du mapping, ce beau mot français, au moment du geste cartographique. Parce que soudain, il faut vous poser la question des sources. Quelles sources vais-je mettre sur pied ? Quelles informations vais-je éliminer? Et si vous êtes un groupe, il va falloir vous concerter et croiser vos informations et souvent voir que vous avez des visions diamétralement opposées de la même problématique. Et ensuite, bien sûr, choisir une forme graphique. Et là, il ne s'agit pas d'être talentueuse ou talentueux, de savoir dessiner ou d'avoir une formation. C'est trop facile quand vous maîtrisez Illustrator de faire des très jolies cartes reproductibles. Mais là, c'est vraiment d'oser vous porter sur la carte. Bien, merci Neptis. Donc on va prendre les questions du public. Donc on a 2 micros qui circulent, un de chaque côté. Levez la main. Voilà, Madame, qui est, je crois, qui est là. Ah, les micros arrivent. Je peux? Oui. Oui. Bonjour. Ma question porte sur les mots. Je me demande pourquoi vous insistez sur le mot de cartographie, que je connais, je pratique, par rapport au mot de schéma. La toute dernière représentation qu'on a vue, ou même la toute première que vous avez projetée, où on voyait les équilibres de population par continent. Pourquoi est-ce qu'il est important pour vous d'utiliser le mot de cartographie? Pourquoi pas schéma? Très bonne question. On en parle beaucoup. Qu'est-ce qu'une carte? Une carte, elle est forcément schématique à différents degrés, et que vous ayez représenté une carte T dans l'eau au Moyen-Âge, c'est-à-dire un T pour les mers, 3 continents, le tout inscrit dans un grand cercle, ce qui correspond à la connaissance, à l'état de la connaissance dans l'Occident chrétien. Elle sera aussi schématique qu'une carte produite par vos logiciels qui forcément aura été amenée à utiliser une certaine projection qui induira des déformations, qui aura été subi une généralisation dont vous ne connaîtrez pas le traitement des données et que vous accepterez quand même comme un reflet de la réalité. Voilà. Donc définir ce qu'est qu'une carte, et opposer carte thématique et carte topographique, on sait qu'on ne peut pas vraiment le faire, ça me semble une discussion oisseuse. Pour moi, je définis la carte de façon très large. La représentation sur le territoire d'une information sociale ou économique, de n'importe quel phénomène humain, vous permet de dire que vous produisez une carte. Vous pouvez ne pas être d'accord. Je pense qu'on a différents degrés de définition, tout simplement. Je réponds à votre question?
Une autre question. Merci beaucoup. Merci. Vous avez mentionné en passant dans l'histoire de la cartographie, je ne sais pas si elle y était née, mais toute une période en Amérique du Sud liée à l'Église catholique. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas approfondi, que me disent des amis d'Amérique du Sud. L'Église catholique, à partir des années 60, aurait produit des cartes avec les autochtones, notamment au Brésil, pour défendre leur usage d'un territoire. Et elles auraient été produites devant les tribunaux. C'est une piste que je continue d'examiner. Je ne peux pas vous donner d'informations plus concrètes à ce niveau-là. Mais c'est vrai que si vous regardez bien, les ONG, à partir des années 70, font de la cartographie sociale, qu'on dit sociale. C'est une cartographie qui sert à implémenter des politiques top-down, c'est-à-dire des politiques de... est-ce qu'on peut dire hygiénisation, je ne sais pas, mais des politiques d'amélioration de l'environnement dans ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. C'était une façon de faire accepter ces politiques aux gens. Mais les gens ont compris l'intérêt de l'outil cartographique. Et vous avez par exemple une très belle carte dans Ceci n'est pas un atlas, réalisée à Dhaka, dans le quartier Basti, dans le quartier Karail Basti de Dhaka, capitale du Bangladesh, où les gens ont continué depuis les années 70 à faire de la cartographie pour défendre leurs droits. Il faut savoir ce qu'on appelle de façon malencontreuse bidonville en France, qui est en fait un quartier autogéré ou informel, si on veut, n'existe pas sur les cartes. Ce sont soit des forêts, soit des points gris, soit des taches blanches, et de faire que les habitantes et habitants de ces quartiers fassent eux-mêmes leurs cartes, force à leur reconnaissance, force les municipalités à les prendre en compte. On a un exemple aussi au Kenya, où des jeunes ont fait la cartographie de leur quartier. Ça oblige à la construction d'infrastructures, ça oblige les ONG à tenir compte de vos revendications, parce qu'il y a toujours une guerre des chiffres sur les besoins des populations. Les ONG, bien sûr, seront de votre côté par rapport au gouvernement, mais la carte va permettre de... Par exemple, la carte de Karail-Basti montre l'emplacement des maisons où habitent des personnes handicapées. Produites devant des ONG, elles vont les encourager à créer à ces endroits des dispensaires. Si vous montrez Hyderabad, une autre carte qui montre que les toilettes publiques manquent dans ces quartiers, qu'elles sont concentrées à certains endroits, les endroits où on peut mettre des affiches publicitaires sur leur mur, ça vous montrera qu'il n'y a pas un problème de comportement de la population qui serait problématique, qu'il y a juste un problème d'infrastructure. Et vous pouvez décliner ça sur tous les thèmes que vous voudrez, notamment les transports, le manque de transport. Si vous faites la carte, vous visualiserez exactement les défauts, les manques, et vous pourrez donner un poids à vos revendications. Voilà, et je crois que je me suis éloignée de votre question, c'est ça ? D'accord. Alors, une autre question à ma droite. Enfin, deux autres questions, je crois. Il y a une question devant. Monsieur, oui. Bonjour. J'aurais juste voulu savoir si la carte du monde nommée carte Peters c'était déjà un peu une contre-carte. Très bonne question aussi. Alors, nous sommes biberonnés à la projection Mercator. La projection Mercator, elle permet, si vous naviguez un gros navire en ligne droite, de relier deux points. Son problème, c'est qu'elle déforme les zones qui se trouvent au nord, les zones qui se trouvent au sud. Mais au point où le Groenland finit par avoir la même taille que l'Afrique, alors qu'il est 14 fois plus petit. Donc, il y a X et X projections. Je montre généralement celle de Mercator
16e, celle de Bonn 18e, celle de Bertin 20e. Et comme toute projection d'un objet sphérique sur un plan supposera des déformations, que ce soit les angles, que ce soit les distances, que ce soit les formes, la projection Gall-Peters, à un moment donné, a été adoptée par les ONG. Pourquoi ? Parce qu'elle restitue leur vraie forme au continent, pas leur vraie forme, leur vraie taille relative, mais les continents sont étirés en longueur. Donc ça a été une revendication dans les années 70 des ONG de dire voilà, le monde ressemble plutôt à cela. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de naviguer, que l'océan soit déformé nous importe peu, et on ira plutôt vers des projections plus fidèles, j'ai horreur de ce mot, mais plus proches de ce que vous pourrez voir de la Terre par une prise satellite, dont je rappelle qu'elle n'est pas une photo. Les prises satellites, ce sont des images, des petites mosaïques d'images en gris que vous allez coloriser. Google Earth, ce n'est pas une photo. Google Earth, ce sont des images satellites qui ont capté la radiation, la répercussion de la radiation solaire, qui vont être colorisées pour que le désert soit jaune, pour que la forêt soit verte et que la mer soit bleue. Mais une photo de la Terre, elle vous montrera surtout une grosse couche de nuages qui n'arrête pas de bouger autour de quelque chose de vaguement bleu foncé. Voilà. Donc oui, cette projection a eu son heure de gloire. On peut dire ça comme ça, mais beaucoup moins aujourd'hui. Alors, il y a tout au fond, on prend peut-être encore 2 questions. Bonjour et merci pour votre présentation. Bonjour. J'avais juste une question assez proche de la précédente sur une des cartes que nous avez montrées, faite par Iconoclastistas. Il me semble qu'il y a quelque chose qui nous a sauté aux yeux, mais que vous n'avez pas mentionné, il me semble, qui était que la carte était inversée, le nord et le sud étaient inversés. Est-ce que c'est un geste qui a une histoire dans la contre-cartographie qui paraît assez élémentaire, mais bon, ça peut être un premier geste de subversion. Tout à fait. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Voilà, tout à fait. C'est un grand classique de l'Amérique du Sud que d'inverser la Terre. Pourquoi ? On dit toujours, on a le complexe de l'omphalos, on a le complexe du nombril, on se situe toujours nous-mêmes au centre de la carte. Et comme nous, je me permets de dire nous, mais les Occidentaux, ne disons pas nous. Les Occidentaux ont les premières disséminé l'outil cartographique, se sont toujours bien sûr situés au centre de leur empire coloniaux. Et cette façon d'inverser la Gall-Peters, de la mettre sur la tête, c'était une façon de dire non. Le monde, selon où vous vous situez, et on revient au féminisme et au regard situé. D'ailleurs, Donna Haraway a beaucoup parlé de l'œil de Dieu, la science, un énoncé scientifique qui supposera que vous êtes comme Dieu, vous êtes omniscient. Le globe terrestre, c'est voir toute la Terre et l'avoir sur la main. J'ai beaucoup de photos d'hommes politiques, comme chez l'artiste Mad Meg, qui ont la main sur le globe. L'œil de Dieu voit tout, sait tout. Et c'est un œil, bien sûr, masculin. Parce que c'est l'universel, le masculin est universel. Voilà. Donc, perturber ces représentations, cette géographie imaginaire que nous avons en tête, que nous avons toutes en tête, c'est une façon de donner un coup de pied, de secouer un petit peu, de nous décentrer, tout simplement nous décentrer. Voilà. Donc c'est un grand classique, oui. Si vous êtes en Chine, vous vous placerez au centre. Si vous êtes en Australie, vous vous placerez en centre. Peut-être pas pour le Commonwealth. Oui. On prend une toute dernière question. Oui. Non, je crois. Oui, ça y est. Oui, je veux bien. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre conférence. Vous avez passé très rapidement sur. Vous avez juste parlé de la partie sombre des Jeux Olympiques de Paris. Si vous vouliez nous en dire un peu plus. La partie sombre de quoi ? Des Jeux Olympiques de Paris.
Je ne suis pas du tout une spécialiste de cela. Donc, les éditions à la Criée, qui sont à l'origine d'une carte très connue, la carte de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, continue sur leur lancée. D'ailleurs, on va se retrouver bientôt pour une grande réunion de contre-cartographes, je n'en dis pas plus. A contribué à éditer cette carte du groupe Saccage qui montre que les Jeux Olympiques de Paris avaient une autre face qui n'est pas celle de l'esprit coubertin et de la grande joie et de la gloire de la France qui brille à nouveau ou qui brille malgré tout grâce à ces Jeux, c'est-à-dire les implications sociales et économiques autour de ces Jeux. Moi, c'est juste avant, j'avais fait des explorations avec l'école du paysage de Versailles à Aubervilliers pour essayer de capter encore ce qu'il restait de cette vie de quartier pauvre, en fait, mais installé là depuis longtemps, qui avait une pratique de l'espace établie et qui se retrouve complètement perturbée avec des expulsions, avec des jardins ouvriers remplacés par des piscines. On a obtenu des aménagements, mais ce n'est pas ça. Avec des squats vidés, avec des étudiants qui ont dû faire place nette, etc. Après, la carte va beaucoup plus loin. Comme je dis toujours, elle n'est pas très belle, mais elle est très efficace. Et il me semble qu'il y a une deuxième version qui circule aujourd'hui, qui montre quels sont, et c'est ce que faisait par exemple dans les années 2000, Bureau d'études, un groupe dont je vous invite aussi à aller consulter les travaux, on en trouve aussi en ligne, qui montrait les accointances entre le politique et l'économique. La contre-cartographie, elle se nourrit de ça, montrer comment à différentes échelles et dans différents milieux, la vie que nous vivons est conditionnée par des choses que nous ignorons complètement. Et dans le cas des Jeux Olympiques, suffit de penser à Airbnb, qui est une problématique qui commence enfin à arriver en France. Moi, je l'ai découverte justement par Ceci n'est pas un atlas, par AEMP, Anti-Eviction Mapping Project à San Francisco, qui s'intéressait aux locations touristiques, qui corrèle ces informations, les offres de location touristique et les expulsions. Expulsion de qui? Expulsion des pauvres. Les pauvres habitent traditionnellement dans les centres-villes, qui sont les centres historiques. Donc Airbnb, j'avais un atelier en janvier avec le groupe Hurry Up, d'activistes des droits humains. On était à Exercia, quartier qu'on dit anarchiste, rebelle. Il y a des tags partout, les touristes viennent photographier les tags. Exercia, c'est un quartier en proie à la prédation capitaliste, vous n'avez pas idée. Et son expression la plus flagrante, c'est que dans certaines rues, la moitié des logements ont été achetés par des investisseurs étrangers, qu'ils soient russes ou chinois ou de n'importe où, et transformés en Airbnb. Donc, on est en train de vider un quartier qui, à cause de ces luttes, est considéré comme probablement le quartier à nettoyer. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque l'arasement de tous les arbres. On installe, par exemple, des stations de métro aux endroits où il y avait des parcs. Le petit parc d'Exercia. D'ailleurs, je crois que je peux vous montrer si on a encore quelques minutes ou non. 2 minutes, ça va être difficile. Peut-être... Elle est très belle. Donc j'ai fait de la cartographie avec les activistes qui débordent de fantaisie. On a eu une journée. Et où est-elle? Est-elle encore là? Si je ne l'ai pas, je ne vous la montre pas, mais elle est dans le livre. Donc la petite place d'Exercia a vu tous ces arbres coupés pour y construire une station de métro. Il se trouve que cette place, c'était la place où se retrouvaient les familles, où se retrouvaient les gens en lutte. On la voit, je vais peut-être mettre le diaporama. Non, c'est pas grave, vous la voyez assez bien. Voilà, donc on a pris on s'est inspiré du jeu Pac-Man, le groupe s'est inspiré de ce jeu. Ici, c'est la place d'Exarchia, il y avait des arbres centenaires, ils ont tous été coupés. Parce que les gens qui viennent en location touristique, saisonnière, ils préfèrent avoir une station en bas de chez eux qu'un beau parc. En plus, un beau parc, les gens s'y retrouvent et fomentent des révolutions.
Vous avez le Stréfi, une montagne, pareil, on est en train de la bétonner. Voilà. Donc, en raison de l'ajustement structurel imposé à la Grèce pour sa dette publique, on a déconstruit complètement l'infrastructure sociale. Et à Exercia, quartier central d'Athènes, très beau quartier ancien, on voit apparaître ces logements touristiques, des infrastructures touristiques, les bars qui correspondent, les magasins qui correspondent. Vous ne voyez plus d'enfants à Exercia. Il n'est plus possible de vivre là-bas si vous avez des enfants. Que font les gens? Les loyers commencent à augmenter. Il n'y a plus tout ce qui faisait le tissu, la chair urbaine. Ils partent dans la banlieue. Voilà. C'est comme ça qu'on tue un quartier. Et si en plus il est qualifié d'anarchiste, on s'en donnera à cœur joie. Voilà. Merci beaucoup. Merci Neptis. Merci.